Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, manifestation en République démocratique du Congo. Les partis d'opposition, tout comme ceux de la majorité, ont manifesté ce 24 avril, date de commémoration de l'accession au multipartisme. Moïse Katumbi, opposant au régime, n'a pas pu tenir son meeting. Nous verrons pourquoi. La CPI ouvre un examen préliminaire sur les violences au Burundi. Cette démarche devrait permettre de déterminer s'il y a lieu ou non d'ouvrir une enquête. Cette annonce intervient un an jour pour jour après le début de la crise politique et humanitaire dans le pays. Retour sur la journée mondiale du paludisme, célébrée le 25 avril. L'Organisation mondiale de la santé souhaite réduire de 90% les cas de paludisme et de décès liés à cette pathologie. Ce fléau touche particulièrement le continent africain, mais aucun vaccin n'existe pour l'heure. En République démocratique du Congo, la grande marche de Moïse Katumbi a fait face à la répression policière. Ce dimanche 24 avril, alors que l'opposant manifestait dans Lubumbashi, l'ancien gouverneur du Katanga a tâté des grenades de lacrymogènes. La plateforme des leaders de 7 partis politiques de la majorité passée à l'opposition, le G7, met en garde le gouvernement pour les menaces contre Moïse Katumbi, qu'elle soutient notamment pour l'élection présidentielle. On fait le point avec Olivia Ayeré-Dobré. Moïse Katumbi, cible de gaz lacrymogène lors d'une marche à Lubumbashi ce dimanche 24 avril 2016. En République démocratique du Congo, l'opposition avait appelé la population à manifester dans les villes de Kinshasa, Bukavu, Goma et Lubumbashi ce 24 avril pour exiger le respect du calendrier électoral ainsi que la tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. C'est aux abords du stade de la Kenya, dans l'un des quartiers de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, que devait se tenir le meeting de Moïse Katumbi. L'ancien gouverneur de cette province du Sud a été désigné candidat du G7, coalition d'anciens partis de la majorité présidentielle ayant basculé dans l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Interdite par les autorités de Lubumbashi, la marche dégénère dès l'arrivée de Moïse Katumbi, alors que la police tente de disperser la foule. Moïse Katumbi est exfiltré dans une petite rue pour échapper au gaz lacrymogène. On est en train de viser Moïse Katumbi, qui est le candidat compétitif et gagnant et qui va battre tous les candidats en face de lui. Et nous demandons à ce que la MONUSCO puisse assurer sa sécurité. Et la conséquence du côté de la population, c'est que ça va développer un cycle de violence dans toutes les provinces parce que la population n'acceptera pas que quelque chose de mal lui arrive. Un incident qui intervient alors que plusieurs membres de l'opposition ont fait l'objet d'interpellations ces derniers jours. Parmi elles, plusieurs proches de Moïse Katumbi, dont son directeur de cabinet, le professeur Louis Malongo, placé en détention ce 19 avril 2016. Les 2 fils de Pierre Lumbi, membres du G7, tous 2 transférés ce dimanche 24 avril dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Ce 24 avril marquait le 26e anniversaire de l'instauration du multipartisme instauré par l'ancien chef de l'État Mobutu Sese Seko, et c'est dans ce cadre que le PPRD, principal parti de la coalition au pouvoir, a également tenu un meeting à Limete, dans le nord de Kinshasa. De son côté, l'AMP, l'Alliance pour la majorité présidentielle, également présente lors des manifestations de ce 24 avril, n'a pas été inquiétée. L'organisation de toute manifestation doit répondre au moins aux 3 critères de base, à savoir l'ordre public qui doit être préservé, la moralité publique également, et les droits d'autrui. Alors, si la procédure n'a pas été respectée, ou si l'autorité estime que pour une raison ou une autre, un de ces 3 préalables pourrait être atteint, eh bien, c'est à l'autorité compétente de juger. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo doit se tenir avant décembre 2016, selon la Constitution, mais devient de plus en plus improbable car la Commission nationale électorale indépendante annonce devoir, au préalable, réviser le fichier électoral, une opération qui va, selon elle, durer entre 13 à 16 mois. L'opposition fait descendu dans les rues de Nairobi au Kenya ce lundi. Elle a organisé une grande marche pour réclamer la dissolution de la commission électorale avant la présidentielle de 2017, avec en tête de cortège l'opposant Raila Odinga, candidat malheureux du scrutin en 2013 face au président Uhuru Kenyatta. La police a repoussé les manifestants, tirant des coups de semonce et faisant usage de gaz lacrymogène. L'opposition reproche notamment à la commission d'avoir rejeté une pétition visant à organiser un référendum sur la Constitution.
La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire sur les violences commises au Burundi depuis avril 2015. Selon elle, les exactions commises suite au 3e mandat contesté du président Pierre Nkurunziza semblent relever de la compétence de la Cour. Cet examen préliminaire doit déterminer l'utilité et la légitimité d'une enquête. Explication de Corinne Kandem. Ouverture ce 25 avril 2016 à la Cour pénale internationale d'un examen préliminaire sur les récentes violences au Burundi. L'annonce a été faite par la procureure de la CPI, un an jour pour jour, après le déclenchement de la crise politique et humanitaire dans le pays des Grands Lacs. Une initiative de Fatou Bensouda qui intervient alors que le pays s'enlise dans la violence. Depuis 2015, je suis de très près la situation au Burundi et j'ai exhorté à plusieurs reprises toutes les parties impliquées à ne pas céder à la violence. Je les ai prévenus que les personnes qui commettraient des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale pourraient être tenues responsables à titre individuel. L'examen préliminaire de la CPI constitue une première étape pouvant aboutir sur une enquête approfondie des exactions commises au Burundi durant ces 12 derniers mois. L'équilibre sociopolitique du pays est déstabilisé depuis la décision en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat. Un nouveau mandat obtenu en juillet, mais au terme d'une élection controversée. Les violences qui ont suivi cette nouvelle prise de fonction du chef de l'État burundais ont déjà fait plus de 500 victimes, sans compter de nombreux disparus, et poussé près de 300 000 personnes à fuir le pays. Dans le camp gouvernemental, la décision de la CPI relève d'une volonté de diffamer le gouvernement de Pierre Nkurunziza, puisque les proches du pouvoir ne sont pas épargnés par les violences. C'est notamment le cas du général Kararouza, l'un des plus hauts gradés de l'armée nationale, assassiné lundi 25 avril à Bujumbura. Il y a un acharnement sur le Burundi que nous, on n'arrive pas à s'expliquer. Et ça, c'est dans la continuité de l'acharnement qu'il y a eu depuis une année sur le Burundi, en fait. Parce que les violences qui sont commises au Burundi, en grande partie, c'est les soi-disant manifestants qui tuent les gens. C'est déjà de l'opposition qui commandite les attentats, les tueries, et ça dans le but de mettre sur le dos du gouvernement. En ce moment, on s'est rendu compte que le monde entier s'est levé pour dénoncer des choses qui n'existaient pas, pour dire qu'il y avait un génocide qui était en train d'être commis au Burundi, comme ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui n'était pas vrai. On a vu les commandos qui sont arrivés d'un pays étranger, qui ont attaqué des camps militaires. Et vous voyez l'Union européenne qui s'élève, et quand ça va s'arrêter, il y en a un massif au Burundi, on espère que ça va s'arrêter un jour. Alors que ce lundi 25 avril 2016, les habitants de Bujumbura se réveillent, une fois de plus au son des tirs de roquettes et de grenades. La médiation dirigée par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa devrait reprendre dans les prochains jours. Objectif, relancer un dialogue inter-burundais actuellement au point mort. Riek Machar n'est toujours pas arrivé à destination. Le chef rebelle sud-soudanais devait atterrir à Juba, la capitale du Soudan du Sud, depuis le 18 avril. Sa présence dans la capitale est pourtant indispensable pour former un gouvernement de transition. Une partie de sa garde rapprochée, elle, est bien arrivée lundi. Une centaine de soldats accompagnés du chef d'état-major de la rébellion. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir ce mardi 26 avril pour discuter de cette crise, et les deux parties, gouvernement et rebelles, pourraient être visés par de nouvelles sanctions. L'Organisation mondiale de la santé a placé ce lundi 25 avril sous le cycle de la lutte contre le paludisme l'un des objectifs du plan de lutte 2016-2030 de l'OMS contre la maladie et de l'éradiquer dans au moins 10 pays d'ici 2020. Quelles sont donc les avancées et les grands défis pour le continent africain concernant cette maladie? Élément de réponse avec Corinne Kandem. Éradiquer le paludisme définitivement. C'est le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé pour la Journée mondiale du paludisme, célébrée ce 25 avril 2016. Pour cette nouvelle édition, l'OMS a exposé son plan de lutte 2016-2030 qui a pour but de baisser considérablement le taux de paludisme sur les 15 prochaines années. L'objectif étant de réduire mondialement le taux de mortalité de la malaria d'au moins 90% d'ici à 2030. Dire qu'il y a eu une baisse du nombre de cas d'environ 42% et une baisse de la mortalité de l'ordre de 66%. Donc, ça veut bien dire qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits dans la région, dans les pays de la région, avec
l'apport des partenaires pour appuyer les efforts des gouvernements, des familles, des collectivités et des individus qui s'engagent véritablement pour réduire le problème du paludisme. Selon un dernier rapport, l'OMS estime que 21 pays sont en mesure d'éradiquer le paludisme d'ici à 2020, parmi lesquels figurent 6 pays du continent africain, l'Algérie, le Cap-Vert, le Swaziland, le Botswana, l'Afrique du Sud et les Comores. Cependant, de nombreux efforts restent encore à faire et dans certains pays comme au Cameroun, l'État s'emploie à mettre en place des actions efficaces pour continuer ce combat. C'est vrai qu'il y a eu ces avancées et qui montrent qu'on peut très bien réussir le pari de l'élimination du paludisme en Afrique. Mais en même temps, il nous reste encore beaucoup à faire pour arriver à le faire parce que le rapport montre déjà que environ 15 pays dans le monde portent 80% du fardeau du paludisme et 13 de ces 15 pays sont dans la région africaine. Ça montre bien qu'il y a encore des efforts importants à faire. C'est vrai qu'au Cameroun, un gros effort est en cours où le gouvernement est en train de distribuer 12 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'est déjà un très gros effort, un très gros investissement qui est fait parce que le gouvernement du Cameroun lui-même a financé une partie de l'achat de ces moustiquaires. Et la grosse partie, bien entendu, a été financée par le Fonds mondial et puis avec l'apport d'autres partenaires. Des résultats encourageants, notamment pour les pays du continent africain, qui demeurent le plus durement touchés par le paludisme. Les tubes de Papa Wemba résonnent en boucle à Kinshasa, alors que les autorités mettent en place un comité d'organisation des obsèques du roi de la Rumba. Les habitants de la capitale de la République démocratique du Congo se consolent au rythme des chansons de l'artiste disparu ce dimanche. Dans le quartier Matongé, où se trouve le siège de l'orchestre Viva la Musica, l'émotion reste vive. Reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. Après l'annonce du décès de l'artiste et chanteur congolais Papa Wemba, les tubes de celui qu'on appelait le roi de la rumba congolaise dominent les bars et cabarets de Kinshasa. Une façon pour les habitants de la capitale de faire le deuil avant même l'annonce du programme des obsèques pour lequel un comité d'organisation a été mis en place ce dimanche 24 avril. Je suis en contact suivi avec mon collègue ivoirien, mon collègue ministre de la Culture, pour harmoniser le programme de rapatriement du corps. Ici sur place, il y a une commission qui siège et qui va pouvoir donner tous les détails quant à ces funérailles. D'ores et déjà, l'État, par l'intermédiaire de la ville, a pris en charge les billets de quelques membres de famille qui se rendent déjà de demain à Abidjan. Kuruyaka Mwalimo, maître d'école, formateur des idoles, Papa Wemba, de son vrai nom Shungu Mbadio, était un talent que la RD Congo ne remplacera pas, en tout cas pas facilement. Papa Wemba vient de nous quitter. Je ne sais pas ce qui nous reste de la musique congolaise. Taboulé Franco, Madilou System et Mena sont aussi partis depuis. Comment on va se remettre de ça? Et il fait partie de ces dinosaures qui sont en train de disparaître un à un et qu'on ne remplace pas. Papa Wemba avait un talent extraordinaire. Considéré comme le roi de la société des ambianceurs et personnes élégantes, la SAP est mise en valeur ici dans ces quartiers Matongé où se trouve le village Molokai, lieu de répétition de l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.